Donc, bienvenue à vous trois. On va commencer peut-être avec notre grand témoin du week-end, Ariel, qui aura un petit résumé de ce week-end. Merci. J'espère être plus un grand témoin qu'un gros témoin, même si je lutte pour cela. Alors, on pourrait se poser une question. Quand on est appelé à être grand témoin par Gilles Alvarez, qui est le directeur de ce festival, de la Biennale Nemo, et je me dis, voilà, imaginons je fais un extraterrestre, j'arrive, et je me dis, mais ils n'arrêtent pas de parler de ce gars, Philippe Cadic, qui a dépeint quelques extraterrestres plutôt sympas, assez empathiques, alors d'autres qui étaient un peu moins cool. Et j'ai envie de me dire, après ces 2 jours de Weekend Blade Runner, mais alors au fond, finalement, est-ce que les humains vivent dans les images de Blade Runner, voire dans les mots de cet écrivain-là, Philippe Cadic? Et donc voilà, j'écoute les différents intervenants, j'écoute les différents débats. Alors je ne vais pas tout résumer, parce que ça va vous ennuyer à mourir si je résume tout. Mais bon, je commence donc par l'introduction de Gilles Alvarez, qui ressemble, en tout cas carrément à la coupe de cheveux de Rutger Hauer dans Blade Runner, et qui se compare à un hibou. Alors là oui, ça effectivement, ça peut être qu'un romancier foutraque qui a eu l'idée de faire en sorte que ce personnage introduise quelque chose du monde réel. Et pourtant, c'était assez réussi. Alors là oui, on semble y être. Ensuite, on a eu Christopher Robinson, donc qui est à ma gauche, qui a confirmé, de manière peut-être plus rationnelle, qui a confirmé que, en s'intéressant à l'amont, au pendant et à l'aval, qui a fait toute une belle démonstration pour montrer que, oui, la crise écologique, la surveillance de masse, très clairement, nous vivons dans Blade Runner, nous vivons dans les androïdes reptiles de moutons électriques. Et donc après, voilà, ça continue. On a une histoire du comment avec des histoires d'hybridation esthétique. On a la ville avec Alain Musset, où on se rend bien compte que là, effectivement, la ville de Blade Runner, c'est un peu la nôtre. D'ailleurs, c'était assez amusant. Il a décrit comment Mexico, les bidonvilles de Mexico étaient le modèle de la plupart des bidonvilles, des films comme Elysium, voire Blade Runner 2049. En tout cas, il a eu une très très belle démonstration. Donc là, pour l'instant, on y est complètement. Quelque chose qui m'a bien étonné aussi dans l'hybridation, c'est que, sans forcément dire qu'on était dans un monde de Philippe Cadic, il y a eu donc Ismaël, donc de son nom complet, il faudrait que je retrouve le nom complet d'Ismaël, mais bon, vous retrouverez vous-même, en fait, c'est un réalisateur, il était là ce matin aussi, qui a parlé du deepfake, voilà, qui a montré le vrai faux Obama. Alors là j'ai évidemment immédiatement pensé au texte sur Disneyland de Philippe Cadic, qui expliquait que, voilà, au fond, le piège ultime serait d'envoyer un tas de vrais oiseaux, des oiseaux des vrais, quoi, sur Disneyland, et que ce serait la terreur pour tous les enfants, pour tout le monde, en fait, sur Disneyland. Et donc, ce monde du vrai, du faux, voilà, très clairement, le deepfake, c'est clair, hein, c'est clair. L'enjeu n'est plus le vrai du faux, mais le juste. L'enjeu, finalement, c'est peut-être ce que disait Baudrillard, réinventer le réel comme fiction. Si le réel a disparu, il faut le réinventer comme une fiction. Donc là, je suis rassuré. Je me dis, moi, en tant qu'extraterrestre, donc il n'existe pas, finalement, je suis chez moi. On est chez Philippe Cadic. Notre monde est celui de Philippe Cadic. Et puis alors, après, débat sur l'inconscient politique de la science-fiction. Un politologue, donc c'est Vincent Martini, là, pour le coup, il dit, je suis très déçu, il dit soudainement, non, on ne vit pas dans le monde de Blade Runner. On ne vit pas, ne soyez pas ridicules quand même, quoi. On ne vit pas dans un monde de science-fiction, dans un monde inventé par des créateurs. Voilà. Bon. Alors il ne l'a pas dit comme ça, il était beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin dans sa manière de le dire. Moi, j'en fais une. Mais soudainement, voilà, l'extraterrestre est un peu frustré. Alors qu'en est-il? Bon. Et ça a continué avec la création, avec la bande dessinée d'Hugo Bienvenu. On s'est rendu compte que les univers, finalement, étaient proches, que les intuitions de Philippe Cadic étaient présentes, en tout cas dans la création. On a entendu Antoine Schmitt, qui est un artiste numérique, qui a fait un concert après. Et il nous a montré l'une de ses œuvres, Puppet Master, en hommage à Simulacre. Et oui, parce que dans Simulacre, c'est l'un des romans de Philippe Cadic, le président est un simulacre, est un vrai faux président. Et il y a une actrice qui joue sans cesse sa femme. Elle est vraie. Lui, c'est une sorte de robot comme ça. Et il a dialogué avec le Puppet Master dans son œuvre. Donc très clairement, l'influence de Philippe Cadic, elle est patente. Voilà.
Et quand en plus, ce matin, dans les 2 heures sur les jeux vidéo avec Brice Roy et Tim Soret, quand en plus là, j'ai eu la joie immense de revoir dans ce jeu vidéo Californium la tête de l'infoclown. C'est un faux clown qui ressemble si merveilleusement bien à Donald Trump, quoi. Mais bon, plus intelligent, plus du monde de la... voilà, entre l'info et la clownerie. Mais voilà, dans ce jeu vidéo Californium, il y a l'infoclown. C'était un jeu inspiré par Philippe Cadic. Et ça a continué, mais après, je ne sais pas si vous étiez là cet après-midi, on a bien vu que sur l'intelligence artificielle et l'empathie, comment le test Vollkamp en fait s'avère aujourd'hui, même pour des scientifiques, beaucoup plus plausible que ce bon vieux QI des familles, d'une imbécilité presque pire que celle du PIB. Donc ça, on l'a bien ressenti. Hein, donc, on a bien entendu ce que nous a dit donc, Frédéric Landrevin. Hein, donc retenir tous les noms d'un coup. Voilà, Landragin, et puis ça, Matzulist. On a bien compris, on a bien saisi quelque part, hein, tout simplement que la robotique d'aujourd'hui, elle s'inspire de l'empathie. Alors évidemment, elle n'arrive pas à l'empathie ultime, l'empathie altruiste, qui serait peut-être même la forme la plus ultime de l'intelligence, contrairement à ce que nous ferait dire l'intelligence artificielle au premier degré, avec une logique logico-déductive. Donc on voit bien que ce passé de Philippe Cadic aujourd'hui, ce passé de Blade Runner, ça paraît totalement infaisable. En même temps, dire au sens propre qu'on vit dans le monde de Philippe Cadic, il suffit d'écouter un peu Gwenola tout à l'heure ou Roland Lehoucq, qui là ont élargi le contexte de façon assez gigantesque. Ils l'ont élargi en parlant de terraformation. Philippe Cadic n'a jamais parlé de terraformation. C'était pas la peine. On arrivait sur Mars, on arrivait sur Vénus, on arrivait sur Proxima du Centaure, et hop. Alors c'était un peu aride, c'était un peu dur sur Mars, hein, dans le Dieu venu du Centaure. C'était pas... On avait donc besoin un peu de réalité virtuelle. Donc on prenait le délice ou le caprice, et puis on se mettait, hop, on s'étendait, et on vivait dans le monde de Poupée Pâte, qui était une sorte de caricature du monde de Barbie. Ben oui, c'est le métaverse de Facebook. Il nous transforme tous en crétins, comme Mark Zuckerberg. Incroyable. Donc il avait tout vu, Philippe Cadic. Ou pas. Peut-être on peut poser cette question à Marc, puisque tu travailles sur la mythologie contemporaine. Est-ce qu'on vivant dans le monde ludique? Non, et en même temps, si le fait que pendant 2 jours on s'est réunis autour de Philippe Cadic, c'est peut-être qu'en tout cas dans notre monde, il y a une partie qui lui est dédiée. Plus sérieusement, ça serait un peu compliqué de répondre à cette question, mais évidemment, la notion qui m'intéresse, c'est quel est le rapport qu'on entretient à la fiction. Et on se rend compte que peut-être pour la science-fiction, peut-être plus que pour d'autres genres littéraires, on pourrait d'ailleurs s'interroger de pourquoi, on a toujours cette tentation à espérer ou imaginer ou peut-être essayer de percevoir les endroits qui feraient que notre monde serait en train de prendre la pente descendante qui nous amènerait dans les mondes de fiction. Or, je vous rappelle, et vous le savez aussi bien que moi, que depuis très longtemps, la fiction et les écrivains cherchent à mettre en garde les lecteurs d'éviter ce qu'on a appelé par pédantisme un peu le don quichotisme, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on lit. Si on prend les moulins pour des géants ou les histoires d'amour lues dans les romans d'amour comme des histoires possibles pour Madame Bovary, on va au mieux fou et au pire on se suicide. C'est-à-dire qu'en fait cette idée de garder la distance avec la fiction me paraît assez essentielle et perçue par les écrivains eux-mêmes de génie tout au long de l'histoire littéraire. Et donc pour répondre à ta question, ce qui m'intéresse pour moi, c'est pas de... je trouve que c'est une question fausse de se demander dans quelle mesure est-ce qu'on vit dans le monde de Cadic. Il y a quelques années, on dit souvent est-ce qu'on vit dans un monde de science-fiction. Mais la question c'est, si on laissait Cadic à distance de nous, qu'est-ce qu'on peut percevoir de nous à travers cette distance-là? À vouloir coller le réel à la fiction, finalement on tue la distance et on ne voit plus rien. On est dans l'opacité et peut-être même dans l'illusion. Alors que si on est capable de garder à distance l'œuvre littéraire de Dick, comme d'autres écrivains par ailleurs, alors soudainement peuvent se tisser des liens intéressants, des liens réflexifs, des liens peut-être qui sont d'ailleurs l'apanage de la littérature depuis longtemps. Les questions qui moi m'intéressent autour de Philippe Cadic, c'est les questions qui intéressent beaucoup d'autres
théoricien de la littérature, que faire avec ses métaphores chez Cadic, que faire avec ses jeux littéraires chez Cadic, que faire avec cet ensemble de phénomènes, alors peut-être beaucoup moins glorieux et peut-être beaucoup moins fascinants que d'imaginer qu'on vive dans le monde de Cadic, mais qui sont des effets de style, qui sont des effets de construction grammaticale, qui sont des effets d'émotion, qui sont des effets de réflexivité. Et ça m'intéresse beaucoup plus finalement que de se demander si on vit dans le monde de Cadic, puisque la réponse paraît relativement évidente. On a toujours préféré vivre dans la fiction que dans la réalité. Malheureusement, on est tristement dans la réalité. Par contre, la fiction, il joue un rôle quelque part. Et je pense que Cadic, comme beaucoup d'autres écrivains de science-fiction et de non-science-fiction, peut nous amener à peut-être réfléchir autrement à la réalité, et en tout cas la regarder autrement par un autre prisme, et ce faisant peut-être être non pas peut-être plus intelligent, mais plus humain. D'accord, merci. Pas comme. Je remarque que le titre de votre roman, La main gauche de David Lynch. C'est pas un roman. Ah, d'accord, d'accord. Mais est-ce que c'est un écho d'un roman de Ursula K. Le Guin qui est La main gauche de la nuit? Ah. Non. D'accord. Okay. Je connais ce roman et ça n'a pas de rapport avec ça. D'accord. Vous voulez vraiment qu'on parle de ce livre parce que ça n'a aucun rapport avec Philippe Cadic en fait. Oui. Mais si je peux vous répondre en 2 secondes, hein, c'est parce que La main gauche a une place importante dans Twin Peaks, en particulier à la fin de la 2e saison, et qu'il y a toute une voix connue en Inde qui utilise, on va dire, les énergies négatives pour produire des choses positives et qu'on appelle la voix de la main gauche. D'accord. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Cet essai qui date d'il y a un petit moment maintenant. Bon, je voulais faire un lien. Désolé, en fait. je vous réponds, mais c'est pas du tout notre sujet. Bon, en fait, ce que je voulais faire, c'est un lien entre Philippe Cadic et un autre auteur américain de la science-fiction. En fait, les deux étaient dans le même lycée au même moment et ne se connaissaient pas. Mais aux États-Unis, ils sont considérés comme les 2 des plus grands écrivains de science-fiction de leur époque. C'est Ursula K. Le Guin, l'autre. Et en fait, vers la fin de sa vie, Le Guin commençait à s'énerver un petit peu d'être étiqueté écrivain de la science-fiction. Il dit « Je suis un écrivain américain ». Et je me demande, pour Philippe Cadic, est-ce que, et c'est une question pour vous 3, est-ce que ce ne sera pas mieux de parler, par exemple, de Philippe Cadic comme un écrivain postmoderne? Est-ce qu'on ne peut pas parler, comme Julien avait fait lorsqu'il a parlé de Philippe K, j'ai pensé tout de suite, il utilise le mot kafkaesque. Donc, est-ce qu'on ne peut pas mettre dans la même catégorie que quelqu'un comme Kafka, Jorge Luis Borges, Italo Calvino, etc.? Qu'en pensez-vous? En fait, ces questions qui sont des questions liées à la manière dont finalement on passe, on va dire, d'une écriture de genre à une écriture plus a priori digne, ça enlève, je pense, un peu de la spécificité de la réception initiale d'une œuvre. Donc, je trouve intéressant, Dick n'est pas le seul dans ce cas d'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples d'artistes qui voulaient au départ être des artistes, on va dire, qualifiés et reconnus par leur père, et qui sont retrouvés à faire un genre qui semble un genre moins digne à leur époque, et à être des génies dans cette forme-là. Et par exemple, quelqu'un comme Frank Zappa voulait être musicien classique. Même, on pourrait dire, Lynch voulait être peintre, même si déjà cinéaste, c'était assez glorieux au temps où il a commencé à faire des films. Mais Zappa, le fait d'avoir dû rentrer dans la musique pop, était au départ une sorte de limite. Et c'est une limite qu'il a explosé de l'intérieur. Je sais que Philippe Cadic a essayé d'être un écrivain normal, entre guillemets, quand il était jeune. Il en a envoyé plein. Hein. Il voulait être une sorte d'écrivain à la Theodor Dreiser. Et puis, ces livres de science-fiction qui étaient si originaux. Et en fait, un peu plus tard, la réponse à pourquoi est-ce que ce médium
qui semblait être le médium pulp de son temps, était le bon pour lui. C'est dans un premier temps, quand il avait lu le texte de Stanisław Lem, qui avait dit qu'il trouvait de l'or ou des pierres précieuses dans les détritus ou dans les déchets, et dans l'exégèse, il est revenu beaucoup de fois sur cette remarque-là, en comprenant qu'en fait c'était quasiment la nécessité même de l'écrivain inspiré presque, pour Chédid, c'est très clair qu'il est inspiré par une divinité. Donc l'écrivain inspiré par une divinité doit, en fait, pour pouvoir s'exprimer librement, doit s'exprimer dans un médium dont les autorités n'attendent rien. C'est-à-dire que s'il avait été un écrivain classique en son temps, peut-être que la divinité n'aurait pas pu s'exprimer à travers ses œuvres. Mais ça, c'est dans l'exégèse où il revient beaucoup là-dessus, et qui est une lecture très intéressante, je trouve, de la question de la dignité des genres. C'est-à-dire, il est important, à mon avis, qu'il y ait à un moment une culture dite pulp, parce que dans celle-ci, comme les yeux ne sont pas tournés vers elle comme porteuse de vérité, au contraire, c'est là où la vérité peut s'exprimer. Elle doit toujours s'exprimer par les bandes, elle doit s'exprimer peut-être pas par l'underground, parce que c'est quand même c'est un écrivain populaire à ce moment-là. Enfin, c'est un écrivain qui s'adresse à un grand public, mais dans un domaine ou dans un genre sur lequel il n'y a pas d'attente à ce moment-là. Maintenant, ces choses-là peuvent se déplacer, et se déplacent sans cesse. C'est difficile à imaginer, mais Shakespeare au XVIe siècle, il fait quelque chose de populaire. Le théâtre qu'il fait, c'est pas du tout l'écriture digne de l'écrivain anglais du XVIe siècle. C'est pour le peuple à ce moment-là. Et c'est dans cet endroit-là où quelque chose comme la beauté peut émerger, l'art peut émerger, on pourrait dire les expressions de la vérité peuvent émerger. Donc, bien sûr, pour nous aujourd'hui, enfin pour moi évidemment, pour vous, je pense aussi, pour un certain nombre d'entre nous, Dick, évidemment qu'il est au niveau de Kafka ou de Borges. Il n'y a pas de problème, on le reconnaît comme tel. Et puis, il est déjà publié, je crois que Gallimard l'a publié en biblio, donc bon, c'est bon, il sera en Pléiade dans 2 ans ou dans 3 ans, a priori. Je veux dire, c'est réglé, Dick, comme Lovecraft, comme d'autres, comme Ursula Le Guin aussi. Hein. Mais c'est intéressant que ce soit passé par ces formes-là pour venir à nous, plutôt que par une forme qui, immédiatement, aurait été reconnue de façon académique. Merci. Oui, il y aurait beaucoup de réactions sur ce que vous venez de dire tous les deux. C'est vrai que la logique de passer par le banal, en fait, à tout point de vue, les personnages de Dick sont des anti-héros, en fait, pur et simple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de héros, de super-héros, on a besoin d'anti-héros, on a besoin de gens du commun. Et ça, je crois que c'était très, très puissant chez lui. Et il le vivait lui-même, et tout simplement, il l'a écrit, il a raconté ces personnages, effectivement, au quotidien. Après, il y a cette question des marges. Je suis entièrement d'accord qu'effectivement, l'intérêt d'écrire, de créer dans les marges, sans compte à rendre finalement à grand monde, ou en tout cas pas à l'institution, est une voie très, très utile, très nécessaire. Et ça me donne, et là je fais la jonction entre ce que vous avez dit tous les deux, cette question de ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. Hein, c'est-à-dire, je ne trouve pas le nom forcément très heureux. On parle de fantaisie, de fantastique, de science-fiction. Pourquoi je ne trouve pas ça forcément très heureux ? C'est que les littératures qui prennent le prisme de l'imaginaire, en tout cas celles que j'apprécie le plus, ne sont pas coupées du réel. Hein, le réel n'est pas la réalité. Philippe Cadic disait, la réalité, c'est ce qui reste lorsqu'on a cessé d'y croire. Hein, et donc, passer par l'imaginaire, passer par la métaphore, passer par les fables, en fait, au fond, finalement, c'est ce que faisait Philippe Cadic, ce que faisait avec ses mondes Ursula K. Le Guin, et ce qu'ont fait beaucoup d'autres auteurs de science-fiction assez formidables, et d'auteurs de fantastique aussi. Et je crois qu'il me semble très important de bien comprendre que quand ces auteurs passent par l'imaginaire, ils ne font pas quelque chose, ils ne font pas l'antithèse du réel. C'est là où je serais à moitié d'accord avec ce que disait Marc. C'est que, évidemment qu'à la lettre, nous ne vivons pas dans un monde de Philippe Cadic. En revanche, de dire que l'esprit qui était le sien, ses obsessions, ses imaginaires, ses représentations, sont plus que jamais porteuses de sens aujourd'hui lorsqu'on le lit, et qu'au fond, d'une certaine manière, nous vivons dans ces imaginaires, me semble tout à fait, en tout cas, si ce n'est, oui, juste, peut-être pas vrai, mais juste.
en fait, juste au sens où ça nous porte, où ça nous fait réfléchir. Dire l'inverse, nous ne vivons pas dans un monde de science-fiction de Philippe Cadic, ça n'apporte rien, c'est une évidence quelque part. Alors que assumer l'exagération, de dire on vit dans l'imaginaire en grande partie de ces gens-là, et en plus il nous décale le regard, parce que Philippe Cadic, il crée des images de l'impossible à la façon des Furtifs d'Alain Damasio dans son roman Les Furtifs. Et ces images de l'impossible nous font voir différemment notre réel. Lorsque, par exemple, sur une nouvelle comme Le Monde qu'elle voulait, je parlais du Dieu venu du Centaure avec le système de réalité virtuelle, qui n'est pas un vrai système de réalité virtuelle. Il l'a vu en voyant les enfants de Anne, donc l'une de ses femmes, en train de jouer à la poupée Barbie. Et il exagère ce qu'il voit, il le met en scène, jusqu'où ça peut aller. De la même façon qu'il met en scène cette logique de ce monde partagé, cette question entre le monde partagé et le monde subjectif, il le met en scène dans L'œil dans le ciel, où il lui met dans la tête les personnages de ce roman qui date de la fin des années 50, après une explosion nucléaire dans une centrale, chaque personnage vit dans la tête des autres. C'est exactement la logique des mondes virtuels, d'une certaine manière. Simplement, c'est la logique, c'est l'esprit. C'est quelque chose qui a toujours existé, d'une certaine manière. Faire vivre des gens dans le monde des autres. Et aujourd'hui, ça passe par d'autres biais. Donc, à la lettre, il n'a pas inventé les casques de réalité virtuelle. Mais ce qu'il nous apprend, par ces métaphores, par ce danger qu'il met en scène de monde pensé par d'autres, dans lequel on serait amené à vivre de façon presque brutale, comme à la façon de L'œil dans le ciel, ou à la façon du Dieu venu du Centaure, où là c'est dans un monde créé que celui de Poupée-Patte. C'est vrai que je rigolais avec le métaverse, mais c'est Poupée-Patte. C'est le monde de la poupée Barbie poussé à son extrême, d'une certaine manière. Donc voilà, je ne suis pas certain que ce ne soit pas intéressant, en tout cas de poser la question, est-ce qu'on ne vit pas dans ces mondes-là ? Et si je peux me permettre, il y a au moins une personne qui a vécu dans le monde de Philippe Cadic, c'est Philippe Cadic lui-même, parce que à un moment où ça a cessé d'être de la fiction, c'est devenu de l'expérience réelle pour lui. Et ce même moment, c'est vraiment très intéressant. C'est évidemment le moment où il a eu ce qu'on appelle son expérience mystique, ou son expérience gnostique, ou le nom que vous voulez lui donner, mais qui est ces 3 mois, enfin 2-3 mois, février, avril 73, où il y avait 74, où il y avait cette voix qui parlait dans sa tête. Et qu'il a commencé à écrire l'exégèse. Et en fait, au moment où il commence à devoir réfléchir sur ça, il doit réfléchir aussi sur ses propres livres. C'est-à-dire que c'est une expérience un moment incroyable où Dick est devenu successivement ou simultanément ou alternativement, je ne sais pas le terme qu'il faudrait, un de ses personnages et un de ses lecteurs. Vous allez te rappeler ce que c'était que l'exégèse quand même. Oui, pardon. Courte, voilà. Oui. J'en parle comme si comment dire, c'était. Comment on parle entre nous. Mais je peux dire en 2 mots, quoi. Je t'en prie. Voilà, puis après tu rebondis. Voilà, juste pour vous dire, l'exégèse, en fait, c'est des textes qu'écrivait à partir de, effectivement, 1974, Philippe Cadic, sans aucune intention de les publier, mais il écrivait tout ce qui sortait de sa tête. Parfois, il y passait des nuits entières, comme une sorte de graffeur fou. Il écrivait, et de 1974 à sa mort, quasiment, en tout cas au début des années 1981, il a écrit ses notes en se contredisant, en mettant en scène sa quête mystique, avec toutes ses contradictions, ses doutes, ses souvenirs. Et cette exégèse qu'on pensait impubliable a été publiée aux États-Unis et a été publiée en France, a été traduite par Hélène Colomb de manière assez extraordinaire. C'est 2 tomes de 800 pages, 900 pages, donc c'est assez énorme. Et c'est loin d'être tout. Oui. D'être l'ensemble des textes qui étaient dans un garage de Philippe Cadic. Et on rentre littéralement dans la tête d'un auteur, voilà. Donc voilà ce qu'était l'exégèse, qui est devenu un livre, mais qui n'est pas un livre, quoi, qui est quelque chose, qui est la vie, qui est sa tête, et qui pour moi est un des textes vraiment les plus importants qui nous a été transmis de toute l'histoire de l'humanité, quasiment. Non, mais vraiment, je suis un fan. J'étais avant l'exégèse a été publié en français il y a 5 ans, donc j'étais avant un gros fan de Philippe Cadic, en particulier de la trilogie divine. J'ai sur Moi Siva, en français, qui est pour moi un des plus beaux livres que j'ai jamais lu. Mais la lecture de l'exégèse est inouïe. Et ce qui est inouï en rentrant dans le texte qu'il écrit pour lui-même, mais en même temps il l'écrit si bien que tout de même il y a une adresse. Alors est-ce que c'est parce qu'il a ce caractère inspiré,
ou est-ce que c'est parce qu'il doit clarifier les choses pour lui? Mais oui, ce qui lui arrive est aussi bizarre que ce qui pourrait arriver à un personnage de roman, mais la façon dont il analyse ses propres livres est proprement fabuleuse. C'est-à-dire que je ne connais pas beaucoup d'exemples d'un auteur qui ait essayé de comprendre les livres qu'il avait écrits précédemment. Comprendre pas comme qu'est-ce que j'ai voulu dire, mais qu'est-ce que l'esprit de cette divinité a voulu dire à travers moi au moment où je les écrivais. Qu'est-ce qu'elle a essayé de me dire? Et ça, c'est vraiment incroyable. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. Quand on dit qu'un écrivain est inspiré, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Et c'est sûr qu'à la vitesse à laquelle Dick écrivait ses romans, alors il les écrivait très vite, c'est une forme de transe. Hein. Bien sûr qu'il devait avoir l'esprit suffisamment préparé à ce moment-là pour savoir où il allait. Si vous les lisez d'affilée, du reste, si vous lisez les romans dans l'ordre où ils ont été écrits, vous faites cette expérience-là, c'est très surprenant parce que vous repérez évidemment les systématiques d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a un truc, quand on écrit aussi vite, c'est pareil, je crois, pour les Agatha Christie, on se retrouve avec toujours presque un schéma. Il y a un schéma qui se répète, forcément. Parce que quand l'esprit va très très vite, il repasse par les mêmes parties du labyrinthe. Bref, quand on écrit aussi vite, il y a quelque chose qui vous échappe. Et donc, si cette chose vous échappe, normalement, vous ne l'y touchez pas, c'est pour le lecteur. Et là, Dick, d'un coup, devient son propre lecteur et se rend compte de ce que ces livres sont venus nous dire, comme si c'était des révélations qui étaient données, hein, et qui contenaient en tout cas des clés pour mieux comprendre le monde dans lequel on vivait, pas comme une métaphore, hein, vraiment comme une réalité. C'est-à-dire, je pense qu'il faut aussi, si on doit se mettre dans sa propre perspective, ce n'est pas juste une image. Même si Dick change sans arrêt de conception du monde, il y a un truc qui ne change pas, c'est qu'il pense que son travail est inspiré. Donc c'est la divinité qui parle à travers lui. Quand bien même à un moment, elle est trompeuse. Quand bien même à un moment, elle change de forme, elle change d'être. Marc, tu veux... Après, pas facile, hein? Non, c'est impossible de me situer par rapport à tout ce qui a été dit. Je voulais juste peut-être dire 2-3 choses. Je pense que quand on parle des rapports entre fiction et réalité, déjà, il faut bien s'entendre sur les noms. Je ne sais pas, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de monde, par exemple? On vit dans le monde de Philippe Cadic. Pour moi, la fiction, il ne me semble pas être le seul, on peut penser à tous les théoriciens de la fiction depuis les années 80, c'est d'abord l'intrigue. Et vous remarquerez que souvent, quand on parle des écrivains de science-fiction, on parle des mondes. Alors que moi, quand je lis, je ne sais pas pour vous, mais quand je lis de la science-fiction, je lis une intrigue, des personnages, des êtres agissants, en prise avec des problèmes, qui cherchent d'une manière ou d'une autre à les résoudre, dans un cadre mondain, qui évidemment est un peu différent d'un roman réaliste, puisque contrairement à du roman réaliste, il faut le préciser, et en même temps, en général, pour éviter que le lecteur soit complètement paumé, on fait en sorte que tout soit intelligible. Dans la science-fiction, par exemple, des trucs assez bizarres où 500 ans après, les gens parlent l'anglais comme 500 ans avant. Vous voyez, c'est très, très étrange, puisqu'il y a 500 ans, on ne parlait pas le français qu'on parle aujourd'hui. Et donc, en fait, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire le monde de Philippe Cadic. Déjà, j'ai l'impression que ce qui m'intéresse, c'est les intrigues. En tant que spécialiste de fiction, ce qui m'intéresse, c'est les intrigues. Le monde, je ne sais pas. Et quand on parle de métaphore, c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire comment est-ce que soudainement des éléments rencontrés pendant l'intrigue prennent une dimension métaphorique assez évidente. C'est le cas des androïdes, évidemment, puisque Cadic lui-même parle bien du fait que les androïdes sont des métaphores. Et c'est là où je suis d'accord de dire qu'il y a des liens entre le réel et l'imaginaire. Après, mais en même temps, c'est valable pour à peu près toutes les formes esthétiques. C'est-à-dire de fait, Dali aussi peint à partir du réel, et c'est bien plus fou que Cadic sur certains aspects. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce lien. En maintenant le lien, il y a quelque chose de peut-être plus intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu disais sur la littérature de l'imaginaire, alors moi je viens de Suisse, ce qui est super en Suisse, c'est que tout le monde s'en fout des catégories, bizarrement, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Et donc... et maintenant le Covid. Et c'est-à-dire que la notion même de littérature imaginaire est une notion éditoriale, tout comme le mot science fiction était d'ailleurs apparu dans scientific fiction d'abord dans les premiers pulp magazines, puis science fiction en 29. C'est-à-dire qu'on est d'abord, on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de science fiction, puisque c'est une catégorie éditoriale qui regroupe un ensemble de récits publiés dans des pulps qui avaient pour vocation de toucher un public spécifique, comme on a les pulps d'horreur, les pulps fantastiques de romance, etc. Et donc,
Pourquoi je fais le lien avec la Suisse? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si c'est de la littérature de l'imaginaire. Déjà, je pense que la France devrait arrêter d'utiliser ce terme. C'est absurde. En quoi Balzac n'est pas de l'imaginaire? Enfin, je ne sais pas très bien de quoi on parle. Et ça dessert justement l'idée même qu'on s'intéresse à ce que fait Cadic ou à ce que font d'autres auteurs. Alors, c'est soit on est dans une revendication, et là je pense, parce que je sais que tu veux absolument arriver sur ce truc-là, donc je bypass un peu des sujets, la question du cyberpunk, où là on pourrait avoir des catégories à des fins presque politiques. C'est-à-dire, en fait, Damasio fait ça, je suis écrivain de science-fiction parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les écrivains de science-fiction qui peuvent être critiques dans la société contemporaine. Donc ça devient un pamphlet politique. On utilise une catégorie comme si on disait qu'on est du Parti socialiste ou que sais-je. Mais chez Cadic, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment ces intrigues se construisent. Et soudainement, comment elles vont effectivement créer du sens pour le lecteur, mais à travers l'intrigue. Et quand on lit, alors moi je suis un grand fan de Paul Ricoeur, et quand on lit Ricoeur, on se rend compte que le sens et la sémantique provient de l'articulation sémiotique, elle provient de l'intrigue. Quand on parle de monde, on dit rien. Et c'est une sorte d'illusion, à mon sens, de penser qu'on peut imaginer une fiction où il y a un monde sans intrigue. D'ailleurs, il n'y a jamais de monde sans intrigue. C'est l'intrigue qui crée le monde. Et j'ai l'impression que dans la science-fiction, ce n'est pas du tout le cas dans les écrivains qui seraient de la littérature non science-fiction. On parle toujours du monde. C'est quoi le monde de Houellebecq, par exemple? Et on parle des intrigues de Houellebecq, on ne parle pas du monde de Houellebecq. Non, mais c'est très amusant de ne pas être d'accord. Bon, sinon, c'est chiant pour tout le monde. Bah ouais, sinon vous vous ennuyez, et puis surtout à la fin, etc. Tout le monde était d'accord. Donc, une intrigue, c'est un tissage, c'est une manière de tisser des mondes, en quelque sorte. Ces littératures, ces fictions, pourquoi est-ce qu'on parle de monde? Parce qu'elles définissent d'autres règles que notre réalité ici et maintenant. Donc, elles redéfinissent des règles, des attitudes, des façons de faire. Ursula K. Le Guin, lorsqu'elle pense le nom du monde des forêts, lorsqu'elle pense les mondes, en quelque sorte, de la main gauche de la nuit, puisqu'on en a parlé, elle invente un monde avec ses propres règles, sa propre sexualité, ses propres transformations, sa propre géographie. Ce n'est pas notre monde ici et maintenant. Et l'intrigue, elle sert à concrétiser ce monde, à nous faire entrer dans ce monde. C'est des mondes alternatifs. C'est d'autres mondes qui nous permettent de voir différemment notre propre réel. L'intrigue est essentielle parce que c'est ce qui permet d'entrer dans ce monde, de le comprendre, et surtout d'entrer dans les personnages qui vont nous permettre d'en vivre les modalités. En fait, d'en vivre les excès, d'en vivre les paysages. Donc, je crois que la notion de monde, pourquoi est-ce qu'elle existe dans l'Uchronie? Pourquoi est-ce qu'elle existe? L'Uchronie, c'est l'idée donc d'univers parallèle, hein, l'idée de réinventer en quelque sorte l'histoire plutôt. Hein, c'est l'Uchronie. Hein, il y a aussi le pluriver, les univers parallèles. Tous ces types de littérature, tous ces types de dispositifs nous permettent de comprendre que d'autres mondes sont possibles. Et c'est super intéressant parce que si d'autres mondes sont possibles, nous-mêmes on peut être différents ailleurs. Je pense au Maître du Haut-Château et je pense par exemple à la série Le Maître du Haut-Château où à un moment donné, au début c'est assez fidèle par rapport au roman de Philippe Cadic qui date de 1962. Donc c'est une série qui a été sur Amazon entre 2015 et 2019. Et il y a un personnage qui est l'Oberführer Smith, qui n'existait pas en fait chez Dick, qui à un moment donné découvre dans le monde, parce que l'histoire de Maître du Haut-Château, c'est les nazis et les Japonais qui ont gagné la guerre. En fait. Bon. Et il y a un monde parallèle apparemment où ce serait l'inverse, qui pourrait être potentiellement le nôtre. Et ce qui est fascinant, c'est que dans le monde de la fiction, le Oberführer Smith, il n'a rien pu faire quand son fils s'est euthanasié à cause des règles nazies. En fait, il a essayé, et malgré son coup et pour faire plaisir à son père, son gamin s'est accepté de mourir, quoi, tout simplement, parce qu'il était anormal. Et il découvre lui-même, avec son fils un peu plus âgé, dans un monde parallèle, en quelque sorte, où il découvre ce qu'il aurait pu être. Là, c'est possible parce qu'il y a deux mondes différents. Ce sont des mondes avec leurs règles, avec leur devenir. La différence entre ces deux mondes, c'est que d'un côté, les Alliés ont gagné la guerre, de l'autre, les nazis ont gagné la guerre, et donc les mêmes individus ont varié de façon différente. Donc imaginer des mondes alternatifs, des mondes différents, comme le font ce type de littérature, c'est essentiel en termes de transformation. Et l'intrigue nous permet d'entrer dans ces mondes et de les voir. Et pour moi, c'est ça la grande différence de ce type de littérature par rapport à la littérature classique, la littérature blanche, c'est que justement, dans une littérature blanche, on se dit on n'a pas besoin de créer des mondes.
Là, on a besoin, et c'est ce qui nous permet justement de comprendre qu'il y a d'autres possibilités, et ça, c'est essentiel. Il y a une pluralité de futurs, et aujourd'hui, très spécifiquement, d'un point de vue politique, penser cela, c'est majeur. Et Ursula K. Le Guin, c'est pas un hasard si ses parents étaient anthropologues, et qu'eux-mêmes exploraient, visitaient d'autres mondes, malheureusement, que nous avons en partie détruits. Bon, on va faire chier tout le monde avec ces questions. Mais on peut, hein, moi je trouve ça marrant. Et non, je trouve ça assez stimulant, mais après, je suis évidemment pas du tout d'accord avec ce que tu dis, mais évidemment, mais pas par posture de principe. Non, il y a quelque chose de très platonicien dans ce que tu dis sur le rapport à la fiction, alors que moi je suis plutôt friand d'Aristote, c'est-à-dire que je crois que c'est l'intrigue qui crée le monde et pas l'inverse, et je trouve et c'est ce qui fait qu'on risque d'être dans une posture irréconciliable et en même temps stimulante, mais on ne va pas rejouer 2000 ans d'histoire de la politique. Par contre, je trouve intéressant de Le Guin, pour ça on revient sur quelque chose, dans le langage de la nuit, hein, qui regroupe des conférences, elle parle justement pas du tout des mondes, et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Quand elle parle de nous autres, de Zamyatin, et qu'elle comprend que nous autres est une métaphore où elle a accompagné ce personnage et qu'elle s'est retrouvée, je crois que les postures ne sont pas irréconciliables. C'est que pour moi, c'est l'intrigue qui fait qu'il y a du possible. C'est pas le monde. Je ne crois pas du tout que là. Et d'ailleurs, quand on parle avec Damasio, c'est intéressant, avec ces espèces de mondes possibles. C'est absurde d'imaginer ça. C'est justement toute la fiction. Quand on vit une autre vie dans un autre temps, pour reprendre la position de Jean-Marie Schaeffer, il n'y a pas besoin que le monde soit inventé. Quand vous participez, quand vous vivez avec Madame Bovary, vous êtes dans un autre monde. Quand vous vivez avec Borges, vous êtes dans un autre monde. On s'en fiche que le monde soit autre ou qu'il soit possible. On vit un ensemble de vies par procuration. Et c'est l'intrigue qui nous fait éprouver ces émotions-là. Et c'est ces émotions-là qui nous permettent de nous évaluer, de réfléchir différemment et donc de créer du possible. Je ne vois pas en quoi le roman réaliste... Mais ça, je pense que c'est une question de nation. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la critique française depuis les années 70, je m'adapte, depuis les années 70, elle passe son temps à vouloir opposer, ou en tout cas à distinguer la littérature de l'imaginaire avec la littérature. Il faut arrêter ces conneries. Déjà, ça ne rend pas service à la science-fiction, première chose. Ça ne rend absolument pas service à la science-fiction, parce que justement, on parle des mondes, on parle de la science, mais on ne parle pas de littérature. Et ça, c'est un truc que je trouve dommage. De l'autre côté, par contre, je pense que si on se rend compte en quoi les androïdes de Cadic sont des possibles pour nous réinventer, alors là, je suis pour. Mais à condition qu'on puisse suivre quelles sont les nuances de ces androïdes dans les romans. On cite toujours évidemment Blade Runner, enfin les androïdes rêvent le mouton électrique, mais il y a plein d'autres. Le bal des schizos est beaucoup plus intéressant à mon avis pour ça d'ailleurs en fait. Où le possible pour moi, la capacité à changer son agir et son pâtir, comme disait Ricoeur, elle provient de l'intrigue et pas forcément du monde. De croire que le monde alternatif de la science-fiction ouvre un possible, j'y crois pas une seconde. Vous croyez vraiment qu'on peut séparer les deux ? Mais non, on peut pas. C'est l'œuf et la poule. Le monde et l'intrigue. La question, c'est d'où ça part. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il y a d'abord le monde ou est-ce qu'il y a d'abord l'intrigue ? Et à mon avis, on suit d'abord l'intrigue qui génère le monde. Non, mais c'est l'œuf et la poule. Ils sont indissociables. Il n'y a pas de monde sans intrigue et d'intrigue sans monde. Est-ce qu'il y a d'abord l'âme ? Est-ce qu'il y a d'abord le corps ? Est-ce qu'il y a d'abord... Et donc, je crois que séparer les deux est absurde. Totalement absurde. C'est les deux. Par exemple, quand tu parles du langage de la nuit de Ursula K. Le Guin, elle dit aussi à un moment donné que elle parle de l'utopie, en fait. Elle parle de Virginia Woolf et de Madame Brown dans Virginia Woolf. Et elle explique que l'enjeu, finalement, c'est de prendre Madame Brown, la plus banale des femmes. Ça rejoint ce que disait justement Pacôme. Et c'est elle qu'il faut glisser en utopie. En gros, il faut marier Madame Brown avec Monsieur Spock. Et ça crée... Alors, c'est une intrigue, mais qui crée un autre monde. Parce qu'elle se retrouve sur l'Enterprise, Madame Brown, hyper banale, avec sa petite théière, qui se retrouve à trinquer avec l'homme aux oreilles pointues et totalement un télo et froid. Je m'amuse, mais ce que je veux dire, c'est que quand on raconte tout ça, ça montre bien que les deux sont indissociables. Que le monde et l'intrigue sont indissociables, que les histoires tissent des mondes et que les mondes sont tissés d'histoires. Donc vouloir les séparer n'est pas forcément juste. Voilà. Et si on parlait non seulement de l'intrigue, mais des mots. Et donc tout à l'heure, tu as dit que l'intrigue, c'est la façon de tisser les mots. Et dans les périodes de post-modernité, on est plein dans les années 80, les années où Blade Runner est sorti, il y avait beaucoup de penseurs qui disent
entre la fiction et la réalité, c'est difficile parfois à faire les différences entre les deux. Mais il y avait aussi cette idée que les mots eux-mêmes, que le texte, en fait, pour être explicite, que le texte peut être une topologie qu'on peut traverser, dans laquelle on peut vivre. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec Philippe Cadic. Et pour être sûr que tout le monde sache de quoi qu'on parlait tout à l'heure, ces 3 derniers romans où Philippe Cadic il devient lui-même un personnage. D'abord, il prend un autre nom. Je ne sais pas comment il est traduit en français. Horse Lover Fats. Donc on dit Il n'est pas traduit, c'est direct. Horse Lover Fats. Okay. Et pourquoi Horse Lover? C'est le sens étymologique du mot Philippe. Oui. Et donc, à un moment, dans Valis, en fait, les deux collapsent. Ils voient un film. Ils voient un film. Et c'était en discutant les films. Et ils n'étaient pas d'accord sur comment on interprétait les films. Et les deux personnages deviennent un. Ouais, en fait, c'est très intéressant. Juste pour... sur ce roman en français Siva, Valis System. C'est très particulier parce qu'à partir de ce moment-là, c'est quelques années après qu'il ait commencé justement à rédiger son exégèse tous les soirs. Il n'a pas écrit de roman depuis un bon moment et il écrit en 9 jours. En 78, il écrit en 9 jours, Siva. Et le départ, c'est très très proche de sa réalité. Donc il raconte sa vie, sauf que dedans, au début, pour démarrer, il est Philippe Cadic, écrivain, et il va raconter aussi l'histoire de Horst Lover Fats, son ami. Mais 2 ou 3 pages après le début, il dit Horst Lover Fats, c'est moi. Sauf qu'immédiatement après, il se redivise et il va continuer le récit à 2. Et avec ses 2 amis avec qui il passait beaucoup de soirées dans les 70, il y a Timothy Powers et un autre... KW Jeter. KW Jeter, qui sont là sous d'autres noms. Et c'est leur conversation. Et en effet, il y a un film qui les a fascinés, qui est L'homme qui venait d'ailleurs avec David Bowie de Nicolas Rugg, auquel faisait allusion Julien, enfin Léo Henry. Voilà, c'était un texte de Léo Henry que lisait Julien. Voilà, le texte de Léo Henry que lisait Julien faisait écho à ça. Oui, ils ont été assez... Il y a 2 films en fait qui l'ont beaucoup marqué à ce moment-là. Il y avait L'homme qui venait d'ailleurs de Nicolas Rugg avec David Bowie qui joue un extraterrestre qui vient sur Terre. Il y aurait beaucoup à dire sur ce film. Et un autre film qui est 3 femmes de Robert Altman. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur ce film. Mais bon, on n'aura pas le temps, on n'est pas là pour ça. Mais quoi et dans le roman Siva, il va s'inspirer de ce film, mais il va dire que ce film en fait contient un message de la divinité, qu'ils doivent essayer de le comprendre. Et dedans, le film c'est un peu adapté, hein. C'est réalisé par une rockstar, c'est pas comme le film lui-même joué par David Bowie, c'est carrément la rockstar qui a fait le film, et il l'appelle Mother Goose. Et il en fait un mélange de Bowie, Alice Cooper et Zappa, mais qui est tout le temps accompagné d'un autre musicien qui s'appelle Brent Mimi. C'est Brent Mimi qui est en fait Brian Eno. Et donc il s'inspire de David Bowie et de Brian Eno en les mélangeant un petit peu pour en faire des espèces de figures qui doivent les visiter parce qu'ils sont certainement des émissaires de cette divinité. En fait, il y a un nouveau Messie qui va apparaître sur Terre et en fait c'est la fille de Mother Goose dedans. Mais quand il y va, ils y vont à 4. Ils ont à 4, Horst Lover Fats, Philippe Cadic, les deux copains, Jeter, je crois qu'il s'appelle Kevin dedans, il y a Kevin, et l'autre, je ne sais plus Timothy Powers, comment il l'appelle, mais bon, bref, les 3 amis ou 4 amis. 4 amis vont là-bas, et la petite fille, immédiatement, la fille de Mother Goose, dit pourquoi vous dites 4, vous êtes 3 ? Et à ce moment-là, ils se refondent. Et il n'y a plus de différence entre Horst Lover Fats et Philippe Cadic. Ils sont 3. Et quand ils rentrent, ils apprennent, excusez-moi, je vous le spoil un peu, mais ils apprennent la mort de cette fille. Et là, ils se redivisent. Et ils n'arrivent plus à refaire un. C'est très, très étrange parce qu'on est à mi-chemin entre l'autobiographie et la fiction. Mais en même temps, ça raconte un moment de crise dans la vie de Philippe Cadic. Ça le résout d'une certaine façon. Et ça va avoir des effets. C'est-à-dire que si on fait l'aller-retour entre les romans et l'exégèse qu'il rédige, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il arrive à figer quelque chose dans le roman, ça se barre complètement en couille dans sa vie. C'est-à-dire qu'il essaye de faire un roman pour, on va dire, donner un message de la divinité au monde,
à mesure qu'il l'écrit, ça se transforme en son contraire, ça devient très pessimiste, ça devient très sombre, et lui-même, il rentre dans une espèce de doute extrême, et il doit essayer de le résoudre en embrassant une foi beaucoup plus autoritaire. Donc c'est le moment où il va, on va dire, essayer de devenir un monothéiste. Vraiment, et pas plus un gnostique anarchiste, complètement bizarre, mais essayer. Et en essayant d'être ce monothéiste strict, il écrit L'Invasion divine, qui est un roman de fiction, qui, on va dire, un roman de fiction avec derrière une volonté assez normalisante en termes religieuses. Et au moment où il écrit ça se barre complètement en couille dans l'exégèse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y croit plus du tout. C'est-à-dire que quand il le fixe dans un roman, il n'y croit plus dans sa vie. Et c'est autre chose qui le rattrape. Il va y avoir l'élection et Reagan arrive. Et là, il est affolé. Il se dit, mais en fait, j'avais raison il y a 3-4 ans. L'Empire n'a jamais pris fin, la droite est au pouvoir. Et là, il se rend compte qu'il va devoir encore à nouveau réécrire tout ça. Et il va écrire un livre d'origine autobiographique, à nouveau, La transmigration de Timothy Archer, s'inspirant d'un épisode de sa vie bien avant et d'une figure qui a été très importante dans la contre-culture américaine, qui est celle du révérend Pike, qui était un ancien prêtre qui, pour des raisons à la fois de vie personnelle, parce qu'il avait une maîtresse, parce qu'il avait des mœurs assez libres, a dû a dû cesser d'exercer en tant que prêtre. Et de l'autre côté, il a perdu son fils. Et il essayait absolument de retrouver son fils par les voix des morts. Vous savez, quand on enregistre des cassettes audio de bruit blanc, en essayant de les entendre. Et en fait, il était devenu une figure très célèbre dans les années 70. Il est mort de façon assez mystérieuse en partant en voyage à Jérusalem, sur les traces de Jésus. Et il s'est perdu dans le désert. Il est mort perdu dans le désert. Et Dick l'a très bien connu parce qu'il en fait, sa maîtresse, c'était la mère d'une des épouses de Philip K. Dick. Donc il a vraiment très bien connu cet homme. Et en fait, il écrit un roman sur cette histoire-là, mais en la déplaçant. Timothy Archer n'est pas exactement le révérend Pike, mais aussi pour essayer de, à nouveau, ressaisir à la fois la vision du monde qu'il a traversé, et un moment historique, et aussi en faire une fiction. Et à mesure qu'il en fait une fiction, c'est la fiction la plus désenchantée, la plus triste, la plus mélancolique. Son dernier livre terminé, son dernier roman. Publié juste après sa mort. Publié juste après sa mort. Après, il a eu un autre projet qu'il n'a pas pu écrire, mais dont on a le synopsis, qui était beaucoup moins pessimiste. Mais au moment où il écrit, c'est vraiment son livre, il passe par une crise, c'est presque le moment où Dick pourrait presque devenir athée. Et à ce moment-là, il a des rêves qui lui annoncent que le Messie arrive, la divinité s'est incarnée, mais c'est pas du tout ce qu'il croyait. C'est un Indien qui s'appelle Tagore, qui vit quelque part en Inde, qu'il faut impérativement aider parce que et puis qui est une espèce de vétérinaire et à ce moment-là, sa seule obsession, c'est qu'il faut faire passer le message du monde. C'est très intéressant. Il vit des crises successives qu'il essaye de résoudre dans ses romans. Ces romans les résolvent en apparence, mais en réalité produisent de nouvelles crises encore. Voilà. Et ça, le fait de voyager entre son carnet, qui est l'exégèse, et ses romans eux-mêmes, c'est extraordinaire. On voit pourquoi l'image du parc d'attractions est si importante aussi pour Dick. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de ces trucs où on est comme des véhicules et ça va de plus en plus vite, ça tourbillonne, ça tourne comme ça. Et son image, c'était celle d'une attraction qui s'appelait Mr. Toad's Wild Ride, je crois. En français, c'est le voyage de crapaud pour nulle part. C'est une des plus anciennes attractions de Disneyland. Le voyage de crapaud pour nulle part, c'est vraiment on est sur un petit bateau et puis ça va très vite. On traverse des mondes comme ça, Et il écrit histoire de ma vie, quoi. Faire encore et encore voyage de crapaud pour nulle part. Et si on peut faire un petit résumé. Oui, de la vie de Dick, c'est ce que je pensais. Je me disais, c'est intéressant, les différentes périodes de Philip K. Dick, peut-être. C'est juste la fin. Je pense qu'effectivement, c'est pour que les gens comprennent, et puis de situer Blade Runner
par rapport à ces différentes périodes. Je pense que c'est pas inintéressant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dick, au départ, Dick est né en décembre 1928. Et il a une sœur jumelle quand il naît qui meurt au bout de 3 semaines. Voilà. Donc 5 semaines. Jane. Bon, et ça a toujours marqué tout le long de sa vie. C'est quelque chose qui est assez important pour lui. Donc quand il est donc étudiant, au début, il a pas mal de mal avec l'université. Très vite, il se met à travailler dans une boutique de disques. Il vend des disques. Oui. Et puis il est aussi réparateur. Dans une boutique, il y a un côté hi-fi en fait. Il y a 2 côtés dans la boutique. Et donc les gens qu'il va découvrir à ce moment-là, donc on est au tout début des années 50, fin 40, début 50. Il commence donc au début 50, il commence à travailler et il commence à s'interroger. Il commence à écrire en fait. Il a sa première nouvelle. Il est publié, je crois, en 52, un truc comme ça, 51, peut-être même 51, 52. C'est Roug. C'est une nouvelle avec des chiens. C'est une nouvelle très amusante d'ailleurs, parce que on voit des chiens et ils voient les éboueurs et tout, et ils sont convaincus que ce sont des extraterrestres en fait qui viennent piller la nourriture la plus excellente. Et ils veulent prévenir les humains que c'est un gros problème, quoi, ces éboueurs, quoi, ces extraterrestres qu'on prend pour des éboueurs, mais en fait et on a d'ailleurs toute sa philosophie par rapport au monde partagé, au monde subjectif en fait qu'on retrouve dès de cette nouvelle en fait Roug. Donc il y a une première période de Philippe Cadic. Donc il décide de devenir écrivain et de publier dans ce qu'on appelle les pulps, c'est-à-dire des magazines hebdomadaires très grand public, très populaires en fait aux États-Unis, comme le disait très bien Pacôme. Il va vivre la fin de l'âge d'or des pulps, en gros, entre effectivement les années 50, en gros, quoi. À la fin des années 50, les pulps sont déjà beaucoup moins développés, et c'est le début de l'ère des romans. Et lui-même va suivre ce chemin, c'est-à-dire il y a toute une première période. Il écrit un nombre de nouvelles hallucinants entre 1952 et 1956 à peu près, où toutes les idées y sont. C'est incroyable. Je veux dire, il va après utiliser cette matrice pour beaucoup de ses romans. Il va écrire quelques premiers romans comme Le Tri solaire. Alors en parallèle, il essaye d'écrire des romans de littérature générale qui ne vont jamais être publiés. Donc c'est une sorte de frustration en parallèle tout le long de sa vie, quasiment. Et donc il y a cette période donc, de bouillonnement. On y retrouve les androïdes, les histoires de robots, les histoires de réalité virtuelle qui n'en sont pas, d'humains devenant des dieux, etc. Donc c'est fourmi d'idées, c'est absolument incroyable comme source. Et donc c'est vraiment cette première période avec ces premiers romans plus ou moins réussis. Et à mon sens, à partir du Temps des articulés ou de L'œil dans le ciel, c'est-à-dire de la fin des années 50, il va y avoir une période d'inspiration très forte dans ses romans, entre donc à peu près la 58-59, et puis en groupe d'ailleurs jusqu'à Ubik et les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Il écrit en 1966. Il écrit en même temps que ce qui sera le bal des Chizos, qui sera publié plus tard. Et donc là, c'est une obsession pour les androïdes. Souvent, ça reprend des textes qu'il a déjà écrits, en fait. Et donc, il y a toute cette période, donc fin années 50, fin 60 en gros, jusqu'à Ubik, qui est une période d'assez grosse inspiration, mais quand même des moments, des trous comme ça. Pendant 6 mois, 1 an, il n'arrive plus à écrire. Donc c'est une sorte de deuxième période qui va aboutir à la fin des années 60 jusqu'en 74 sur une période qu'il a beaucoup de mal à vivre, où sa maison est un peu squattée par des hippies, ce qu'il va raconter dans un bouquin qui s'appelle Substance Mort, qui a donné lieu à un film au Scanner Darkly, qui est plutôt intéressant, avec Keanu Reeves qui est mis en sorte de personnage de bande dessinée. Donc voilà, donc le film est assez, Link Scatter est assez fidèle en fait au roman Substance Mort. Et donc très bizarrement, donc il y a une première période d'expression créative folle, allant tous azimuts avec ses nouvelles et ses premiers romans. Il a ensuite cette période, on va dire presque de maturité, on pourrait dire, avec le Maître du Le Temps des articulés, le Maître du Château. Et puis, vers la fin de cette période, donc les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui va donner Blade Runner. Et donc la troisième grande période, c'est celle dont parlait Pacôme, qui débute en fait avec sa révélation de février-mars 1974, et pendant toute cette période, il écrit l'exégèse, et un roman comme Substance Mort va être publié de cette période, même si effectivement ça raconte le début des années 70, et c'est une période où
ces livres, justement, et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec Marc lorsqu'il explique que les étiquettes sont totalement nulles, surtout pour quelqu'un comme Dick, en fait, parce que là, on est très proche d'un roman plus réaliste, et il y a des éléments de fantastique, mais comme il y en a bien souvent dans bien des romans d'irréalistes, ça, je suis à 100% d'accord, et il arrive à un équilibre à ce moment-là, et cette période que racontait Pacôme, qu'on appelle parfois la période mystique, il y a des tas de noms par rapport à ça, entre 1974 et la fin de sa vie, où Julien Villa, il aurait été là, et ce qu'il adore, c'est ce moment dans l'exégèse où Philippe Cadic explique, il se demande s'il n'est pas en train de vivre lui-même dans un roman de Philippe Cadic, de PKD. Il parle et voilà, et il s'interroge sans cesse, il y a cette période de doute, et il y a ces 3 livres qu'on a appelés la trilogie divine. Il y a aussi Radio Libre Albumut, qui est un peu spécial, en fait, qui correspond à peu près à la même période, et qui sont des romans inclassables, littéralement inclassables, en fait. C'est des très beaux romans, mais qui au fond, et ça, c'est ce qui fait leur force, c'est qu'ils n'appartiennent à aucun genre, en définitive, en fait. Mais je suis d'accord que les genres n'ont pas de sens. Hier, ces genres-là, littéraires. Pardon. Hier, on a eu une table ronde et une communication sur l'hybridité. Et en fait, ces romans, si on peut même appeler des romans, sont des textes hybrides. Vous avez parlé de biographie, il y a de la fiction, il y a le cinéma réécrit de façon littéraire, mais il y a aussi le news, il y a les nouvelles, parce que mars 1974, c'était aussi le moment où Nixon avait résigné, donc ça aussi rentre dans toute son compréhension. Et donc cette question de fiction-réalité, avec Philippe Cadic, en fait, elle est toute confondue. Et c'est pour ça que je reviens, maintenant c'est un petit peu démodé, mais à l'époque de postmoderne, l'idée c'était de dire qu'en fait, le monde aussi qu'on vit est un texte. Et des gens comme Jean Baudrillard, et d'ailleurs qui a inspiré des films comme Matrix, etc., c'est que nous vivons dans un texte, et en même temps un texte, et je ne vais pas utiliser le mot monde, mais c'est une topologie dans laquelle les personnages et le lecteur peuvent voyager, si on vous voulait. Et donc, avec ces livres, tout particulièrement vers la fin de sa vie, tout collapse complètement. Oui, en plus, dans les livres eux-mêmes, enfin, à la fin de Siva, enfin de Valley System, et tout le long du reste, il en met des extraits de l'exégèse elle-même. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a appris l'existence de l'exégèse. Déjà, c'est dans ce livre-là où il y avait des extraits de l'exégèse, avec fragment 1, fragment 2, etc. Et donc il y a aussi, on pourrait dire, quelque chose comme la tentative d'une élaboration d'un système métaphysique, un système métaphysique aporétique qui va se modifier tous les jours, mais qui est quand même, des écrits de ce genre et qui peuvent tourner aux écrits prophétiques. Parce que ce que utilisait tout à l'heure Julien, enfin le texte de Léo Henry, d'une façon un peu parodique, quand il disait les hommes à 3 yeux vont voir ça, etc. C'est des choses qu'on trouve dans Siva et dans l'exégèse, mais pas forcément pour rigoler. Hein. C'est-à-dire que c'est sur les questions qui se posent des fois à Dick sur, on va dire, les interlocuteurs mystiques sont des questions il peut rire aussi. Enfin, il y a les deux. C'est pas grave. De toute façon, il y a pas de. Là non plus, je pense que la séparation serait pas juste entre la question du sérieux et de l'humour, parce qu'il y a toujours de l'humour chez Philippe Cadic. Oui. Et même, surtout quand il parle de lui-même et des malheurs qui lui arrivent, il met toujours une bonne dose de comique. Et c'est ça qu'on voit dans Siva. Quand il présente Horse Lover Fats, c'est au point où on a l'impression que c'est une parodie de lui-même. Mais en même temps, c'est aussi lui-même, c'est pas juste une parodie. C'est vraiment comme ça qu'il se voit. Une autre chose qu'il faut dire, c'est que... je voulais juste dire une dernière petite chose, c'est que même l'exégèse, donc ça aussi, c'est quoi l'exégèse d'origine? C'était une interprétation des textes sacrés, donc c'est une relecture des textes sacrés. Et son exégèse, il imite les aphorismes qu'on trouve, par exemple, dans les présocratiques, qu'il n'y a que des fragments
qui ont perdu, pas perdu, mais qui n'étaient pas perdus dans l'histoire. Et donc, même son exégèse, c'est une imitation d'une autre sorte de texte. Oui, alors c'est étrange que ça s'appelle l'exégèse de toute façon, parce que l'exégèse est un commentaire. Et il a aussi l'appelle un tractatus, qui était le Oui. nom d'une très grande œuvre de philosophie Bien du sûr. XXe siècle. Ça, c'est dans, de bien sûr, Wittgenstein. dans Siva, il l'appelle aussi un tractatus. Mais le livre lui-même, qu'on appelle exégèse, mais c'est parce qu'il fait l'exégèse de ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il considère sa propre vie comme un épisode symbolique qu'il doit interpréter. Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'idée de prendre un homme et de se dire, dans cet homme, la totalité des possibilités de l'existence humaine, à un moment ou à un autre, se rencontrent. Il faut juste trouver à quel endroit. Il y a une fameuse interview de Dick à Disneyland, qui était fait par une journaliste française, je crois, Elisabeth Andeby, où il est avec Spinrad. Dans ce fameux truc où il se balade à Disneyland, il dit un truc hyper intéressant, c'est il dit un parc d'attractions, on peut considérer que c'est l'image d'un cerveau humain. Et comme dans un cerveau humain, on va avoir à la fois des souvenirs, de l'histoire un peu re-racontée, des rêves, des désirs, et on peut voir tout ça comme la coupe d'un cerveau humain, ce parc d'attractions. Mais on peut voir aussi, on va dire, l'œuvre de Philippe Cadic comme la coupe d'un cerveau humain, et à le regarder en tant que tel. Et l'exégèse, c'est le moment où lui-même regarde sa propre œuvre en tant que tel. Et donc se prend finalement comme... C'est un dédoublement qui fait, à mon avis, on peut tous faire. C'est juste un gros effort, ça peut prendre du temps, mais de dédoublement où on observe ce qu'on a traversé et on essaye de l'observer en tant qu'un épisode de l'histoire humaine. Donc avec cette même froideur en même temps, hein, cette même capacité impitoyable d'observation, d'humour, en même temps de sérieux, enfin disons dépathologisé, parce qu'il y a quelque chose d'étrange quand même avec Dick aussi, c'est qu'on l'a souvent décrit dans les biographies, etc., comme quelqu'un d'extrêmement émotif, en particulier dans ses relations amoureuses, presque pathologiques. Mais lorsqu'il écrit, et surtout lorsqu'il écrit sur lui-même, il ne met pas du tout de pathos. C'est-à-dire que l'exégèse est un texte d'une incroyable rigueur, d'une incroyable tenue. Alors, il y a des moments où il s'excite parce qu'il sent qu'il a une idée, mais c'est des idées qui le mènent. Et c'est très beau. Est-ce que je peux me permettre juste de vous en lire un passage pour que vous voyez à peu près... Est-ce qu'on a le temps pour le... Un très court passage. Alors, Très court, oui. Et puis on va terminer. Alors attendez, je vais en choisir un. Non mais pour que vous voyez, voilà, c'est ça. Ça, à mon avis, vous comprendrez. Mes romans sont des labyrinthes intellectuels. Et moi, je suis dans un labyrinthe intellectuel quand je m'efforce de comprendre notre condition, qui nous sommes et comment nous sommes arrivés en ce monde, ainsi que le monde comme illusion. Parce que c'est justement cette condition qui est un labyrinthe qui se replie sur lui-même. Il est dans la nature du labyrinthe qui est quasi vivant de freiner la connaissance. Le dessein du labyrinthe est d'instaurer, de maintenir le désordre, parce que du désordre naît l'aberration, un état qui entraîne chez nous la confusion intellectuelle, phénomène qui, à son tour, contribue à faire échouer nos efforts pour comprendre et posséder la connaissance, le bien essentiel à détenir pour triompher du labyrinthe. Donc vous voyez le type de texte en fait, auquel on a affaire. À mon avis, c'est des textes vraiment cruciaux, essentiels. Et à ce moment-là, Dick voit des choses que personne n'a vues avant. Il ne plaisante pas, des fois il s'en rend compte, mais comprendre cette particularité qui fait que quand on cherche à décrire le monde dans lequel on est, on se retrouve piégé par ce phénomène même, et rendu donc impuissant à le décrire, c'est des phénomènes qui arrivent à tous ceux qui s'y sont mis, mais la plupart du temps, ils se masquent, ce truc-là. Ils disent non, mon système fonctionne. Lui, il est vraiment dans la lucidité par rapport à ça.